Bonjour à tous, bienvenue pour la tactique du jour sur échec et pédagogie. Salut Romu. Salut Laurent, salut à tous. Aujourd'hui, nous allons étudier cette position issue de la partie entre Boukman et Chernyshevsky, une partie jouée en URSS en 1971. Le trait est au blanc. Comme d'habitude, nous vous invitons à mettre en pause la vidéo, à chercher par vous-même ce qu'il y a à trouver. Et ensuite, Romu va vous expliquer ce qu'il fallait voir. Alors, on voit dès le premier coup d'œil que la position est extrêmement tendue. Les blancs ont sacrifié 2 pions pour une position d'attaque assez prometteuse, en tout cas au moins en apparence. Alors pourquoi apparemment prometteuse? Tout simplement parce qu'on voit que les colonnes G, notamment les colonnes H et G, sont ouvertes, mais surtout la colonne G, sur laquelle est postée la tour en G2 qui vise directement le roi et le pion G7. On voit que ce pion G7 est le point de convergence de 2 pièces blanches en réalité, la tour G2 mais aussi le fou B2 qui est extrêmement bien placé, bien que bien sûr il y ait du monde sur la diagonale, en l'occurrence le cavalier C3 et le cavalier E5. Mais on sent que ça peut chauffer sur cette case. On voit également la dame C1 qui est en vis-à-vis avec la dame C6. Donc ça toujours quelque chose d'important à noter. Et cette dame C6 n'est défendue que par le cavalier en E5, qui fait donc office de barrage au fou B2, puisqu'il s'interpose sur la grande diagonale à ce fou, mais également donc à défendre la dame C6. Donc une pièce qui fait 2 choses en même temps, c'est toujours quelque chose d'important à noter, puisqu'il peut y avoir des surcharges éventuelles. On voit également qu'il y a donc la tour qui est postée en D1, qui est sur une colonne ouverte. Donc pour l'instant, on ne voit pas trop où elle pourrait aller ailleurs que sur sa case de la première rangée, mais elle a le mérite d'être bien développée sur cette colonne ouverte et peut-être pouvoir intervenir un peu plus tard dans la partie. Chez les Noirs, on l'a dit, le roi est sous les feux de l'attaque, puisqu'il est un peu tout seul. Le fou en E7 défend pas vraiment bien le roi, il est un peu loin de lui. Le cavalier en E5 et le cavalier en E4, pareil, ils se sont un peu aventurés au centre de l'échiquier et du coup on peut délaisser leur roc. Le cavalier E5, on l'a dit, a quand même le mérite de s'interposer au fou B2. Et le cavalier E4, lui, est sous les feux de l'attaque du cavalier en C3. Alors, il est protégé par la dame C6, mais encore une fois, on voit que sa présence est un peu bancale en E4. Le pion H4 peut aussi interpeller, puisque en général, on a plutôt l'habitude, lorsqu'il y a un petit roc, de voir le pion sur H7 ou H6. Là, il s'est relativement avancé. Alors, pour l'instant, il n'est pas en grand danger, puisque 1, il n'est pas attaqué, et 2, il est défendu par le fou E7. Mais quand même, c'est un pion du roc qui s'est relativement avancé, et donc qui peut éventuellement, dans le futur, se retrouver faible, et comme il y a le roi derrière, ça peut avoir son importance. Les tours noires sont relativement spectatrices, puisqu'elles sont en A8 et F8, ils ne jouent pas de rôle particulier, on va dire. Donc voilà. Donc l'idée étant donc d'essayer bien sûr de justifier notre sacrifice de 2 pions quand même, parce que c'est un investissement matériel assez important, et il va falloir donc chercher à attaquer le roi. Et on l'a dit, le point de convergence de nos forces s'avère être le pion G7. Pour cela, il va falloir quand même procéder à un certain nettoyage de la diagonale A1 H8, puisqu'on l'a dit, il y a un cavalier en C3 et il y a un cavalier en E5 qui gêne l'action du fou B2. Et on a noté le fameux vis-à-vis entre les 2 dames, entre la dame C1 et la dame C6. Donc là, il y a un coup qui doit venir à l'esprit, et qui est en plus le bon coup, c'est le coup cavalier D5, qui a le mérite d'un peu tout attaquer. Oui, parce qu'on exploite le fameux vis-à-vis entre les 2 dames, on réveille le fou B2 dont tu nous as expliqué qu'il allait être décisif, et en plus, on crée une menace directe, puisque bien sûr, ce fou n'étant pas défendu,
il peut nous servir de cible, d'autant qu'en atterrissant sur E7, le cavalier ferait une fourchette très intéressante. Donc on comprend bien que ici les noirs doivent faire très attention à leur prochain coup. Si par exemple ils étaient tentés pour échanger les dames, on prendrait en coup intermédiaire le fou sur E7, ça fait échec, ça tombe bien, et après le mouvement du roi, on récupérerait tranquillement notre dame avec une pièce de plus et toujours le même genre d'attaque, donc la vie serait belle. Est-ce qu'on a vraiment le choix? J'ai pas l'impression, parce que le cavalier E5 est attaqué lui aussi, on a déjà parlé du fou E7, la dame est en prise elle aussi. Finalement, il faut accepter le cadeau, quoi. Qu'on le veuille ou non, on n'a pas beaucoup de choix. Oui, c'est le mérite de ce coup, c'est qu'il attaque tout et donc force la réponse adverse, et donc c'est assez facile d'anticiper le coup noir, bien sûr, c'est pion prend D5. Donc les blancs ont sacrifié une pièce, mais le fou B2 se trouve maintenant, son champ d'action s'avère être bien plus grand, et on voit que le cavalier E5 est déjà attaqué, et si ce cavalier bouge, le pion G7 est en ligne de mire et sera prenable par, on imagine, la tour en G2. Donc là, en fait, dans la partie, il a choisi la suite la plus spectaculaire, en tout cas l'ordre de coups spectaculaire, parce qu'en fait, il y a deux façons d'obtenir la même position. Il se sentait d'humeur créative, et il avait envie de faire le spectacle avec les blancs, donc il a choisi le coup le plus spectaculaire, mais en jouant tour prend G7. L'autre option était de faire le plus simple, dame prend C6. On échange les dames, on force le cavalier E5 à bouger, et maintenant le pion G7 est donc prenable. Donc tour prend G7, roi H8. Et on arrive dans la même position. On va arriver dans la même position, et donc on va le voir par l'autre ordre de coup. Alors qu'est-ce qui est plus joli dans ce tour prend G7? C'est que s'ils le souhaitent, les noirs peuvent perdre immédiatement. Ils ne sont pas obligés de perdre dans une dizaine de coups. Après roi prend G7, en acceptant la tour, il y a tout simplement dame prend dame, et cette fois-ci le cavalier est cloué. On a fait un sacrifice d'attraction pour que le roi se retrouve dans le viseur directement du fou B2. Donc ça c'est relativement trivial, on se doute bien que les noirs ne vont pas accepter la tour, et donc après roi H8, dame prend dame et cavalier prend dame en C6, on se retrouve dans la même situation que si on avait d'abord échangé les dames puis pris en G7. Mais alors comment continuer? Parce que ici, peut-être qu'un joueur un peu moins aguerri que quelqu'un comme toi va se dire il n'y a plus les dames sur l'échiquier, donc mon attaque est fichue et j'ai une pièce de moins. Alors, oui, effectivement, on a échangé les dames, mais le critère numéro 1 aux échecs pour juger une position, c'est bien sûr la position des rois, la sécurité des rois. Et en ce qui concerne celle du roi noir, on a quand même pas mal de soucis à se faire. On voit qu'il est coincé en H8 dans le coin. Il y a le fou B2 qui se frotte déjà les mains à l'idée de lui faire un petit échec. Il suffirait de bouger la tour. Et cerise sur le gâteau, il y a la deuxième tour, la tour D1, qui peut se joindre à l'attaque en jouant justement le coup qui a été joué par les blancs dans la partie, tour prend D5, qui menace tout simplement tour H5 mat, un joli mat de l'escalier. Ouais, un renfort vraiment décisif. On aurait pu, je pense que les gens qui ont fait l'effort de chercher et qui sont arrivés jusque-là ont probablement d'abord regardé ce qui se passait sur un échec à la découverte. Ce serait même une faute professionnelle de ne pas regarder en premier ce qui se passe sur un tel échec. Donc on pense naturellement à tour prend F7. Qu'est-ce que tu penses de ce coup? Alors tour prend F7, oui, bien sûr, c'est un coup possible, mais la question est comment poursuivre après. Donc on fait échec, on bouge, on peut soit bouger le roi, soit faire fou F6. Alors bouger le roi, on peut le dire quand même. Ouais, donc j'évite. Là certainement tour G7, roi H8, et là on peut faire tour prend E7, et là ça commence à devenir critique. Donc c'est le fameux moulinet, hein. On fait des échecs à foison, on va dire, en utilisant tout le temps le même principe. On ramène le roi dans le viseur de notre fou et on va tout ramasser avec la tour en bénéficiant de l'échec à la découverte. Et bien entendu, les noirs ne vont pas accepter ce moulinet et ils vont plutôt interposer leur fou sur F6. Hein. Voilà, c'est ça. Donc c'est très important de tuer l'action immédiate de ce fou B2 et d'éviter justement le moulinet
dont on vient de parler. Et après fou F6, on ne voit pas trop comment continuer. On a la tour F7 qui est attaquée, le fou B2 qui est attaqué, et bien sûr, les échanges de pièces favorisent les noirs qui ont du matériel en plus. Et il manque des forces chez les blancs pour vraiment continuer l'attaque. Et il ne faut pas oublier qu'on a une pièce de moins quand même. Oui, bien sûr. Donc c'est pour ça que tour prend F7 est tentant, bien sûr, et tu as raison de le souligner, c'est le premier coup qu'il faut regarder, puisqu'on peut faire quand même un échec à la découverte, c'est quand même quelque chose d'important. Mais malheureusement, c'est insuffisant. Donc il s'agit de ramener des forces du 109 dans l'attaque, et la tour D1 est la candidate idéale en faisant donc tour prend D5 qui menace mat. Ouais, la difficulté maintenant pour le défenseur, c'est qu'il doit à la fois lutter contre ce mat de l'escalier, mais il a toujours au-dessus de sa tête l'épée de Damoclès avec cette découverte qui va arriver. On se doute que ça va arriver à un moment donné, mais voilà, il y a deux très grosses menaces contre lesquelles il faut se défendre, et forcément c'est plus compliqué que s'il n'y en avait qu'une. Oui, et là en fait, la seule façon de procéder pour éviter d'être mat immédiatement, c'est d'interposer quelque chose sur la diagonale, sur la diagonale du fou B2. Pourquoi ? Parce que comme ça, sur tour H5 échec, il y aurait au minimum roi prend G7. Enfin, pas au minimum, il y aurait roi prend G7. Donc là, il y a plusieurs coups candidats. Dans la partie, il a choisi le plus résistant, certainement, et le plus dur, d'ailleurs, à trouver. On peut s'interroger sur un coup comme, par exemple, cavalier F6. Donc, on ramène le cavalier sur la diagonale, on bouche la diagonale du fou B2, et en plus, on contrôle la case, on attaque la tour, donc du coup, et en plus, on contrôle la case H5. Et donc là, il s'agit de bouger la tour G7. Et la bonne case, c'est tour G4. Parce que bien évidemment, le cavalier F6, il revient en défense, mais il a quand même le mauvais goût d'être cloué après le coup de tour G4. Et on vous le dit souvent, une pièce clouée est un mauvais défenseur. Donc là, après tour G4, la tour se retire, elle évite d'être prise, et on menace un subtil tour H5 mat de l'escalier en profitant donc du clouage de ce cavalier F6. Et si les blancs essayent de jouer roi H7, avec l'idée de se déclouer, il y aurait une autre pièce qui se joindrait à l'attaque, puisque le fou E2, qui était pour le moment spectateur, peut se joindre à l'attaque en faisant fou D3 échec. Et après roi H6, le fou B2 change de diagonale pour donner le coup de grâce et jouer donc fou C1 qui fait échec et mat. Ouais, avec une super coordination des 4 pièces restantes qui ont tout un rôle à jouer dans le réseau de maths. Et bon, on le répète suffisamment souvent, j'espère, sur cette chaîne, il faut faire travailler vos pièces ensemble. On voit qu'à l'inverse, les pièces noires sont un peu plus éparpillées, beaucoup moins bien coordonnées et évidemment beaucoup moins efficaces. Donc ok, cette première interception avec cavalier F6 échoue. Donc on se doute que la deuxième interception à laquelle il faut penser, c'est cette fois-ci fou F6, qui a l'air d'ailleurs plus efficace, parce que là on lutte vraiment contre le fou B2, on ne se met pas dans un clouage. Oui, ça attaque le fou B2. Oui, donc, ça attaque la tour, ça attaque le fou B2. Effectivement, c'est un réflexe plus humain, on va dire. Et, mais malheureusement, pour les noirs, les blancs ont toujours la même ressource. Ils jouent tour G4. Et il y a toujours ce mat de l'escalier qui traîne, il y a toujours tour H5. Donc on voit l'importance d'avoir fait participer la tour D1 à l'attaque avec tour prend D5, c'est que au-delà de la pression omniprésente sur la diagonale à 1 H8, il y a en plus ce mat à l'escalier qu'il faut gérer, et c'est justement la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Et ici, que faire ? On menace donc tour H5, il va falloir maintenant interposer quelque chose sur la 5e rangée pour éviter que la tour aille sur H5. Donc on peut penser soit à cavalier E5, soit à fou E5. Sur fou E5, le plus simple, alors d'après l'ordinateur, on a bien sûr vérifié toutes les variantes, mais le coup le plus fort dans cette position, c'est F4, qui force en fait le fou, qui attaque le fou, et si le fou bouge, évidemment, il y aurait tour H5, pardon. Et donc là, les noirs n'ont pas vraiment le choix, ils doivent essayer F5, pour boucher la 5e rangée et en même temps attaquer la tour G4. Mais là, il y aurait simplement tour prend H4 échec, on roi bouge et puis on prend E5 avec une position complètement gagnante. On n'a qu'un pion de plus,
Donc là, certains peut-être pourraient se dire, bon, on n'a qu'un pion, c'est pas encore complètement gagné. Mais au-delà du pion de plus, la paire de fous va faire des ravages. On a le fou E2 qui peut aller en C4 notamment avec une petite découverte. Il y a le pion E5 qui peut s'avancer sur E6 avec des idées de tour H8 mat pour découvrir l'action du fou B2. La tour éventuellement qui peut aller sur la 7e rangée. On a quand même pas mal de soucis à gérer avec les noirs. Toutes les pièces blanches ont une activité assez folle. Et on ne peut pas vraiment dire la même chose des pièces noires qui sont un peu déconnectées et les tours sont passives. La tour, les cavaliers ne jouent pas un rôle vraiment très, très intéressant, ne sont pas coordonnés. Et surtout, le roi noir est tout seul. Oui, là vraiment, on se rend compte que le matériel, c'est le cadet de nos soucis. Le fait d'avoir un pion de plus, c'est vraiment un détail de l'histoire. Et c'est l'activité de nos pièces, le fait qu'on ait la paire de fous dans une position aussi ouverte face à des cavaliers, avec en prime un roi noir très faible, qui nous fait dire que la position est terminée. Donc ici, finalement, ces deux tentatives très humaines, fou F6 et cavalier F6, on se rend compte qu'elles échouent toutes les deux sur le coup tour G4, mais il y avait une ressource un petit peu cachée qu'il était important d'avoir vue quand même, c'est le coup cavalier E5. Alors ça, c'est assez incroyable. On se dit, les noirs jouent un coup quasiment au hasard, mais c'est pas si simple à réfuter. Hein. Non, pas du tout même. Et c'est assez astucieux de la part de Cherchevski d'avoir trouvé ce coup. Ça tend un petit piège, parce que si... le premier coup qu'on regarde, bien sûr, c'est le coup naturel tour prend E5, qui n'est pas le bon coup. Bon, il y a fou prend E5 aussi, on va regarder les deux, de toute façon. Bon, enfin, l'adversaire nous met un cavalier en prise. Le premier truc qu'on regarde, c'est évidemment que se passe-t-il si on le prend. Donc sur tour prend E5, l'idée des noirs est tout simplement de jouer fou F6. Et on voit une jolie brochette sur la diagonale. Et en fait, la diagonale sur laquelle les blancs étaient si menaçants dans toutes les variantes précédentes, mais en fait, c'est sur cette diagonale qu'ils se font punir. Donc c'est assez paradoxal. Et là, les blancs vont tout perdre. Ils ont tout attaqué. Et là, c'est évident que ça ne va plus pour les blancs. Et si on avait pris avec le fou, d'ailleurs, c'était la même tentative de la part des noirs. On joue fou F6 et on va essayer de résister sur cette diagonale. Alors, c'est peut-être une défense moins réussie en cas de fou prend E5, mais de toute façon, il y a beaucoup mieux pour les blancs qui finalement ne sont pas obligés de se presser après ce cavalier E5. Il y a tellement de pression le long de la diagonale et tellement de menaces finalement que les blancs pourraient traiter la situation de façon un petit peu plus calme en se disant je vais accumuler de nouvelles menaces. Oui, et en fait, là, donc la tour, le but de cavalier E5, donc on l'a dit, c'est d'intercepter l'action du fou B2 et donc d'attaquer la tour G7. Donc il faut bouger la tour G7. Si on ne prend pas le cavalier, l'autre option, c'est bien sûr de bouger la tour. Donc on a vu déjà plusieurs fois dans les variantes précédentes que la case G4 est une case très intéressante pour cette tour. Bien sûr, on profite toujours de ce fameux clouage du cavalier E5, donc la tour n'est pas en prise. En même temps, cette tour en G4 a le mérite d'attaquer le cavalier E4 et en même temps un œil sur le pion H4. Alors pour le moment, le pion H4 est protégé par le fou E7, mais on voit que cette tour est assez multifonction et attaque un peu tout. Donc là, les noirs ont certes une pièce de plus, mais ont les deux cavaliers en l'air. Et comme on aime bien dire, il y a le feu à la maison. Donc dans la partie, les noirs ont décidé de jouer fou F6, qui est un réflexe complètement humain et une défense complètement normale, puisque, encore une fois, on veut défendre le cavalier E5 et s'interposer au fou B2. L'autre coup était d'essayer de défendre l'autre cavalier en E4 en jouant le coup F5. Mais cette défense échoue sur le petit coup esthétique, tour prend E5. Donc on menace tout simplement tour prend E7 ou tour prend E4 ou tour prend ce que vous voulez. La tour peut faire beaucoup de choses en découvrant l'action du fou B2 et les noirs vont se retrouver sans protection, tout simplement. Ouais, si on va vraiment au bout de la variante, après fou F6 qui est destiné une nouvelle fois à lutter contre ce fou B2 qui est vraiment horrible pour les noirs, on retrouve notre deuxième plan finalement, notre plan B qui est tout aussi efficace que le plan A, avec toujours ce mode de l'escalier. Donc
F5 ne permet pas de se sauver. Alors une autre tentative que je peux te proposer, c'est justement pour lutter face à ce fou B2, de mettre plutôt le pion sur F6, en se disant, je colmate comme je peux, et un pion, ça sera peut-être plus utile qu'un fou, ou une autre pièce. Donc tu défends le cavalier E5, donc effectivement tu résous les problèmes de la diagonale, sur la diagonale à H8, mais donc le cavalier E4 est bien sûr en prise du coup, puisqu'on a protégé le cavalier E5, et en plus le pion F6 en gêne un peu, même beaucoup, la défense du pion H4, puisque le fou E7 ne défend plus ce pion. Donc on peut d'abord prendre le pion H4 sur échec, ça fait pas de mal, roi G7, et maintenant tour prend E4, avec encore une fois une position, on peut se dire on n'a qu'un pion de plus, mais cette position est vraiment extrêmement difficile à défendre, et en fait je pense que c'est juste indéfendable. Les deux fous vont faire encore une fois des ravages. On peut déstabiliser assez facilement le cavalier E5. Alors déjà, il est attaqué, ce cavalier. On pourrait imaginer que les blancs menacent tout bêtement de gagner encore un pion de plus. Et donc, ça ferait 2. Là, l'addition commencerait à être un peu trop salée. On pourrait aussi imaginer des coups comme F4 pour déstabiliser ce cavalier. D'autant plus que derrière le cavalier se trouve le fou E7. Donc, il faut faire un peu attention. Et en enlevant le cavalier E5, le fou B2 retrouverait de sa superbe. Et c'est difficile vraiment d'imaginer que les noirs vont résister très longtemps dans cette position. La tour peut débouler sur D7 comme tu l'as joliment dessiné. Et dès que le roi ou une pièce s'aventure sur une case blanche, il y a le fou E2 qui va arriver pour attaquer sur ces cases-là. Donc ça semble vraiment extrêmement difficile à défendre du côté des noirs. Ouais, je trouve ça très instructif du point de vue pratique, là, ce que tu es en train de nous dire, parce que on a souvent l'habitude de se dire, si je calcule, si je cherche de la tactique, c'est au moins pour faire mat ou pour gagner la dame, ou on veut gagner gros en général quand on cherche la tactique. Mais il ne faut pas oublier que la tactique, elle pourrait tout simplement nous amener dans un avantage stratégique, un avantage positionnel, et la tactique aurait tout aussi bien rempli sa mission, c'est-à-dire de nous aider à passer d'une situation peut-être incertaine ou pas très claire à une situation dans laquelle on aura un avantage. Alors si cet avantage n'apparaît pas sous une forme très concrète du style une tour ou une dame d'avance, il peut apparaître sous une forme un petit peu plus abstraite et un avantage stratégique. Mais en tout cas, la tactique n'est pas toujours dans le but de gagner une pièce ou de faire mat. Donc ça, c'est important parce que parfois on l'oublie. Oui, bien sûr. C'est une série de coups forcés qui, en fait, doit nous aider à gagner la partie. Donc parfois, la partie s'arrête immédiatement parce qu'il y a un mat ou un gain matériel énorme. Parfois, comme tu l'as dit, c'est juste une position où l'avantage a grandi parce que on a un pion de plus ou la paire de fous dans une position ouverte ou juste des pièces adverses qui sont horriblement passives. Voilà, donc en fait l'idée c'est de faire une série de coups forcés qui nous permettent de faire pencher la balance de notre côté, plus Exactement. Ou moins rapidement. Tout à fait. Donc dans la partie, Chernyshevski a essayé de lutter encore un petit peu, il a trouvé le coup fou F6. Comment ça a continué là-dessus? Alors tour prend E4 bien sûr, si on ne peut pas prendre un cavalier on prend l'autre. Et donc là il y a le feu puisque le cavalier E5 est attaqué 3 fois quand même, il est défendu qu'une seule fois. Donc le seul coup c'est de trouver le petit coup acrobatique cavalier D3 qui permet échec, qui permet de se débarrasser enfin de ce fou B2 qui empoisonne la vie des noirs. Mais on va voir que malheureusement tout cela a un prix bien trop élevé pour essayer de résister. Donc après tour prend D3, fou prend B2, on ramasse le petit pion H4 sur échec au passage, donc ça fait déjà un pion. Et malheureusement pour les noirs, on ne va pas s'arrêter là puisqu'il y a tour G3 échec qui force roi H6, et là on fait tour H6 échec, roi bouge, il a joué roi E7, et tour prend A6 qui ramasse donc un deuxième pion, et tout est parfait chez les blancs puisque la tour G3 défend le pion A3, donc on ne peut pas se venger sur le pion A3, et sur un coup comme tour prend A6, fou prend A6, tour A8, on a au minimum B5 qui
qui conserve les 2 pions qui sont passés liés sur l'aile dame, on imagine que ça ne doit pas poser de gros problèmes pour réaliser cet avantage matériel de 2 pions. Oui, tout à fait. Et malgré la présence des fous de couleur opposée, dont on sait qu'en finale ils peuvent favoriser le camp qui défend, parce qu'on cherche à obtenir des blocus, la position ne devrait pas trop poser de problème, parce que comme tu l'as dit, il y a des pions passés liés, mais il y a aussi encore une pièce lourde de chaque côté sur l'échiquier, et ça annule un petit peu l'effet défensif, l'effet annulant justement de la paire de fous, des fous de couleur opposée, pardon. Donc Cherysheevski a bien défendu quand il a joué cavalier D3. Ce n'est pas que parce qu'il a voulu sauver le cavalier, c'est aussi parce qu'il savait que ça l'amenait dans une situation dans laquelle, avec les fous de couleur opposée, il pouvait espérer peut-être un demi-point, mais vraiment, les planètes n'étaient pas alignées ce jour-là dans son sens, et donc comme tu nous l'as dit, on récupère le pion A6, et cette finale est gagnante sans trop de problèmes. Donc une tactique quand même assez riche, hein, Romu. Il y avait notamment ce cavalier E5 qui était difficile à prévoir. Ouais, complètement. Et c'était assez imaginatif même de la part des Noirs. Hein. La défense, cette défense est vraiment. J'ai bien aimé le coup cavalier 5. J'avoue que c'est pas donné à tout le monde de trouver un coup aussi spectaculaire. Et on voit que malgré l'échange de dames, donc c'est toujours très important de mettre la sécurité des rois comme critère numéro 1 lorsque vous jugez une position, et pas s'arrêter dans votre calcul en disant bon, j'échange les dames donc il n'y a pas d'attaque. Là, cette position en est la parfaite illustration, et on voit que si on a beaucoup de pièces qui peuvent attaquer et peu de pièces adverses qui peuvent défendre, l'attaque reste malgré l'échange de dames. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important qu'il faut avoir en tête. Et ensuite, bien sûr, il faut avoir un peu d'imagination, essayer de bien calculer, être habile tactiquement, mais tout ça se travaille, et c'est pour ça que chaque jour, on vous présente ces exercices-là pour justement vous aider à progresser dans ces domaines-là. Merci Romu pour tous tes conseils pratiques et pour la présentation très claire de cette tactique. On espère que d'une part vous avez trouvé tout ce qu'il y avait à voir. Dans ce cas-là, bravo, parce que c'était pas si simple. Et on espère aussi que vous avez apprécié notre présentation de cette fameuse tactique. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça nous permet de constater si vous appréciez ou non notre travail. N'hésitez pas également à commenter, à nous faire vos retours, et pourquoi pas à partager auprès de vos amis nos vidéos quotidiennes. On vous dit à très vite sur Échecs et Pédagogie. Au revoir, à bientôt.